Voilà. Donc alors. Bonjour tout le monde, désolé du retard. Bonjour Sébastien, ça va, t'as résolu ton problème? Ouais, un D'accord, team qui fait d'accord, des manières, c'est pas grave. d'accord, Merci à ok, toi. d'accord. Donc alors, ici, donc pour cette partie, en fait, on va voir un petit peu, donc un petit rappel sur les interfaces, donc les collections, donc les exceptions, voilà. Un petit rappel sur comment élaborer un schéma conceptuel, voir ce que c'est un objet, et donc alors, définition d'un objet et d'une classe. Petit rappel sur les constructeurs, les relations entre les objets, les associations entre les objets et les multiplicités, donc au niveau des relations one-to-one, one-to-many, many-to-many. Donc alors, cette histoire de navigabilité entre les associations et que ce n'est pas nécessaire de faire des navigabilités bidirectionnelles, c'est-à-dire dans les deux sens. Voilà. Ensuite, on va voir comment on peut traduire une association qui a été conçue en mode UML en un code et voir un petit peu l'héritage. Donc, on va faire ça, toujours dans le cadre d'une révision. Ça va? Donc alors, ici, donc alors, parce que j'avais pas mal cette question qui se répète tout le temps entre la différence entre une interface et puis une classe abstraite. Donc voilà un petit tableau qui résume un peu la différence, les différences entre les deux. Donc là où une classe abstraite doit être étendue, spécialisée, donc la notion d'interface est utilisée pour représenter des propriétés transverses de classe. Donc une classe abstraite donc, regroupe, si vous voulez, les caractéristiques communes entre différents concepts dans la nature, différentes classes, histoire de factoriser son code et diminuer le temps de maintenance d'une application. Souvenez-vous que pour maintenir une application, donc alors le budget qu'on alloue pour la maintenance d'une application, il peut aller de 70, donc 70%, donc à 80, 85%. On ne se rend pas compte de l'importance de la maintenance. C'est pour ça qu'en fait, il faut, dès le départ, partir sur des bonnes bases, c'est-à-dire sur une application évolutive et maintenable. Alors, donc, il faut utiliser l'héritage là où on peut l'utiliser. Et donc, alors, une classe abstraite était étendue et spécialisée. Donc, la classe abstraite animale est spécialisée dans le cadre de la classe chat, par exemple. Parce que chat est un animal, mais en plus de ça, il a ses propres spécificités. Donc, alors, l'interface sert à représenter des propriétés transverses de classe, c'est-à-dire il va regrouper des propriétés transverses, c'est-à-dire que l'interface ne représente pas la classe parente entre une fleur et entre une voiture. Or, cette interface peut être implémentée par la fleur et la voiture. Pourquoi? Parce que la fleur, elle a une caractéristique qu'il partage avec la voiture, c'est la couleur. On peut avoir une fleur bleue et une voiture bleue. Donc alors, pour obliger la fleur et la voiture à implémenter cette caractéristique couleur, pourquoi? Parce que ça a été décidé au niveau du métier, pour X raisons. Eh bien, ben, on crée une interface colorable, et on implémente cette interface par la classe couleur, fleur et puis voiture. Une classe abstraite est généralement utilisée pour construire des classes similaires et leur rend toute une implémentation en commun. C'est ce que je viens de dire. Celle de la classe abstraite. Par contre, une interface est également et généralement utilisée pour définir donc, des capacités. Souvenez-vous le concept du contrat. Une interface est un contrat. Pardon. Donc, un contrat que les classes que les classes implémentent. Même si les classes n'ont pas grand-chose en commun. Voiture et fleurs n'ont pas grand-chose en commun. Par contre, dans le cas d'une classe abstraite, donc un chat et un chien, ils ont pas mal de choses en commun. Ça va? Donc, une interface permet de décrire un contrat. Ici, je les ai inversés, hein, donc c'est l'inverse en fait ici. Là, je parle d'une interface. Par contre, une classe abstraite, peut alors implémenter une interface. Donc, une classe peut alors implémenter une interface, c'est-à-dire qu'elle s'engage à implémenter les méthodes décrites dans l'interface, ce qui veut dire respecter le contrat. Par contre, une interface permet de décrire un contrat. Voilà. Et donc alors, en gros, une interface permet de définir un ensemble de services visibles depuis l'extérieur, donc via une API. C'est ce que vous allez faire avec moi. Vous allez donc développer
une API. Donc, Pierre, tu sais un peu ce que c'est une API? Une API, je ne sais pas si vous l'avez vu peut-être avec Sam. Euh, oui, mais après de mémoire comme ça, D'accord. bon. Peut-être Amir. Donc alors, pour C'est les c'est nouveaux, des en fait, moi, chaque fois, je choisis en fait une personne au hasard. Donc alors, ça peut être parfois dérangeant parce que mais l'objectif, en fait, c'est qu'on est vraiment dans un contexte, donc à l'heure d'apprentissage continu. Et donc, l'objectif, c'est de ne pas vous surprendre, mais simplement vous responsabiliser. Donc alors, dans le cadre de cet apprentissage, j'ai gardé tout le monde donc éveillé avec moi, en fait. Et voilà. Donc, je l'explique une fois pour toutes. Comme ça, vous vous attendez en fait à ce que, voilà, à ce qu'on établisse un échange un peu constructif. Et voilà. Oui, Amira. c'est pour communiquer entre deux applications différentes ou deux serveurs différents. Ça sert à avec une adresse avec une adresse HTTP, genre un nom avec une adresse HTTP, on peut avoir on a accès à des informations en format JSON. Donc c'est une interface pour voilà pour communiquer entre deux serveurs. C'est Voilà, un- c'est ça. L'objectif, c'est créer une application, ce qu'on appelle SOA. Donc, SOA, donc Service Oriented Architecture, une architecture orientée service. Et donc, alors, effectivement, donc, une API, c'est pour exposer sa coche métier, par exemple, au travers d'une interface web. Et cette coche métier va être exploitable par d'autres applications, donc alors front. Donc, si vous développez, ben, nous, on a développé une application. euh, euh, donc, on a développé donc, une application et qu'on a exposée sous forme d'une API. Et donc, alors, le client était intéressé par donc, la partie web, c'est-à-dire il va accéder à cette application donc, à partir de d'une interface web. À un moment donné, ben, il a été intéressé par une version mobile de l'application. Heureusement, on est parti sur cette base. On ne savait pas qu'elle allait demander ça. Mais nous, on a prévu le coup parce que voilà, avec l'expérience, à un moment donné, vous savez ce que le client va demander dans le futur. Et du coup, on a gagné allez, 80% de temps de développement. Pourquoi? Parce que simplement, on a créé une application mobile et on attaquait cette API à partir de l'application mobile. Du coup, on n'avait pas dû reprogrammer donc l'application, on l'a créée en .NET, on n'a pas dû reprogrammer en Java ou bien sous Android. Donc, toute l'application de A à Z. Là, je suis là. Maintenant, c'est la tendance et tout le monde fait ça. Euh, Voilà. On a développé une solution pour les sociétés qui vendent de l'or. Et on a dû s'interfacer avec une agence qui se trouve à Paris. Et alors, donc la personne de contact m'a transmis l'URL de leur API. Voilà, c'est Yoda Forex, pour ne pas dire le nom. Et donc alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exposé leur métier, c'est-à-dire les méthodes que eux ont implémentées. Ils les ont exposées sur Internet. Ils nous ont communiqué le token parce que ce n'est pas parce que l'application est disponible en ligne que tout le monde peut l'exploiter. Il faut avoir le token pour pouvoir se connecter, avoir l'autorisation pour se connecter. Je ne sais pas, avec ça, vous avez utilisé Swagger ou, ou autre chose pour exposer ces méthodes? Postman, je crois. Non. Postman, ça c'est pour tester l'application pendant le développement et pour Mire. exposer le résultat final comme ça, vous voyez, donc sous forme d'une interface un peu intuitive. Mhm. C'est juste une question pour savoir un peu si vous avez vu ça ou pas. On Pour n'est savoir pas. si... On avait Pardon? fait un truc comme ça avec une base de données de. On avait fait un truc comme ça avec une base de données de films ou un truc comme ça, il me semble. Mais je pourrais plus réexpliquer ce que c'était en fait. Ah non, c'est juste pour savoir si vous avez exposé les méthodes au travers d'une Non, page je web crois comme pas. ça.
ou pas? Ouais. Non. D'accord, avec les get et les posts. De toute Non, façon, pas ça comme vous reviendra donc avec les. Vous me dites un peu ce que vous avez utilisé. Non. Voilà. Donc alors simplement ce que je voulais dire, c'est en fait, oui, pardon. Pardon, excuse-moi, Mounir. Tu peux réexpliquer rapidement, le token, c'est quoi? C'est un modèle de verrouillage, c'est ça, si je comprends? Donc le token, c'est quoi? Ok. Ce que Donc tu alors cette disais, agence parisienne m'a communiqué leur API, en fait, donc c'est celle-là. ouais, Et alors, ok. vous imaginez, moi, si je partage par inadvertance cette URL sur la page Facebook ou quoi que C'est ce soit. piratable. Ah oui, donc les gens, ils vont consulter toutes les données qui ne sont pas censés avoir accès. Donc alors, ce n'est pas safe. Alors, dans une application Swagger, comme vous allez voir, donc ici, on peut protéger l'accès à ces méthodes avec une sorte d'identifiant, en fait, ici. Si vous n'avez pas cet identifiant, même si vous avez l'URL, vous ne pouvez pas, vous voyez, vous ne pouvez Accéder. pas try out, vous voyez là, vous ne pouvez pas exécuter ces applications. La seule chose qu'on voit, c'est la façon de construire, C'est ça. la méthode de calcul XY, quoi. Donc, c'est une documentation complète de l'application. Ouais. D'accord. Donc, alors, cette agence web parisienne, en fait, une fois qu'il m'a communiqué l'URL, eux, ils ne vont pas commencer à faire une documentation de 200 pages sur un forme PDF ou quoi que ce soit. Vous voyez? C'est ça l'avantage de Swagger, en fait. Il génère la documentation pour vous. Donc ça, par exemple, Converse, c'est une méthode. Donc je ne vais pas leur demander, bah, expliquez-moi le contexte dans lequel vous utilisez la méthode, qu'est-ce que vous devez passer comme paramètre, en machin. J'ai tout ici. Donc le nom de la méthode, donc la description de la méthode, donc qu'est-ce que je dois lui envoyer comme paramètre sous forme d'un objet JSON. Donc alors, je peux l'exécuter et la tester pour voir si ça répond à mon besoin ou pas. Et si j'ai des remarques, bah, je leur remonte mes remarques et eux, ils corrigent. Ils m'envoient une nouvelle version de l'application, de l'API. Voilà. On reviendra là-dessus, il y a tout un chapitre pour ça. Donc voilà, je continue. J'étais où? Donc API, Application Programming Interface. Donc alors ça pourrait être une question d'entretien d'embauche. La personne qui s'occupe de ça, il fasse peut-être un screenshot. Ça marche. Organe. Voilà. Et donc alors, techniquement, une interface écrite comme une classe, à la différence que l'on remplace le mot-clé par classe par interface. Voilà, comme ça. Ok, donc je continue. Alors, donc la définition d'une classe. Donc une classe, donc n'étant pas une interface, elle l'implémente. On est bien d'accord. Donc une classe n'étant pas une interface, mais elle l'implémente. Donc on utilise pour cela le mot-clé implements, comme vous voyez là, ici. Donc une classe peut implémenter autant d'interfaces que l'on veut. Donc une classe concrète doit obligatoirement, oui. Donc alors, on avait dit qu'une classe peut implémenter autant d'interfaces que l'on veut. Donc, comme vous le savez, question entretien d'embauche. Est-ce qu'on peut utiliser l'héritage multiple en Java? Réponse, non. Donc, question, mais comment alors, si on est face à ce besoin, comment le contourner? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une classe qui implémente qui étend une interface, mais qui peut implémenter plusieurs interfaces. C'est comme ça qu'on peut émuler l'héritage multiple en Java, car ça n'existe pas en Java, l'héritage multiple, c'est interdit. Je ne peux pas rentrer dans les détails à ce point-là, parce que franchement, vous êtes... Pardon. Pardon, donc c'est rare où vous êtes confronté à ce genre de besoin. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce qu'en fait, donc, je vais creuser les points, vraiment les plus urgentes et les très importantes pour vous dans le cadre de cette révision. Voilà. Donc alors, je continue. Pour utiliser une interface, une classe va implémenter l'interface au moyen du keyword implements. Bon, donc voilà, donc ça je l'ai expliqué. Quand une classe implémente une interface, il doit définir le comportement des méthodes fournies par l'interface. Donc comme vous l'avez tous vu, quand on implémente une interface, il faut que la classe implémentant cette interface, donc implémente toutes les méthodes. Je vais vous faire une petite démonstration dans le slide qui suit. Comme ça, vous voyez ça en action.
Et donc alors, sinon vous aurez une erreur. Et c'est logique d'ailleurs, parce que quand on implémente une interface, il faut respecter les clauses du contrat. C'est-à-dire les méthodes déclarées dans cette interface. Oui, donc alors, un petit exemple. Donc je vais... Tac, tac, tac. Donc alors, VS Code, ça c'est... Donc pour moi... Yep. Folder. Donc je vais une fois... Yep. Donc créer... un nouveau projet. Il va dans... Ok, workspace local. Et alors... D'ailleurs, excuse-moi, Mounir, petite question par rapport au JRE. Il y a une version de Java qui est beaucoup plus utilisée que les autres en entreprise. Non, bah, en fait, ce qu'il faut faire, c'est simplement ne pas sauter sur la toute dernière version. Parce que voilà, parfois, il pourrait y avoir des problèmes. Donc, chaque fois, choisir l'avant-dernière version. Comme ça, vous êtes safe ou quoi. Mais bien sûr, quand ils sortent en fait une nouvelle version, c'est parce qu'ils ont fait quelques corrections, quelques optimisations. Donc alors, il faut être attentif aux nouvelles versions qui sortent, bien évidemment. Simplement laisser un peu le temps, histoire de voir s'il y a des problèmes dans la toute dernière version, et surtout pas les bêtas. Ok. Pardon. Désolé. Hop. Donc alors, oui. Une Ok. dernière question aussi. Pour Ouais. les JDK Java 2E, on Ouais. appelle ça SDCOM, on l'utilise jamais. Ouais. Comment ça se fait? Parce que Donc alors, pour ces trois acronymes, en fait, il y avait un slide que j'avais donc partagé avec vous. C'est vrai qu'on n'a pas abordé en détail. Donc c'était dans, ok, ici. Il y avait un petit schéma où j'explique un peu ces acronymes. C'était dans... Voilà. Donc, ça fait zoom. C'est un peu embêtant. Ici, si je fais ça. Hop. Donc alors, ici, hein, donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que vous avez, quand vous tapez votre code source, donc vous utilisez le JDK. Sur la machine du développeur, il faut donc absolument avoir le JDK. On peut utiliser avec le GRE, mais donc le JDK, c'est le kit de développement. Donc alors que vous utilisez, c'est des outils qui vous aident à développer votre application. C'est un peu l'SDK en fait ici. Pourquoi? Parce que vous avez accès en fait à, vous aurez besoin d'accéder à des librairies de développement. C'est ce que je prends un exemple ici. Vous voyez, quand vous commencez à développer, vous tapez votre code par exemple ici, là. Et donc alors votre application a besoin d'accéder à des librairies. Donc, pour ne pas réinventer la roue, bah, vous avez les packages du langage Java. Donc alors, comme vous voyez, ces packages ils font partie de quoi? Du GDK, par exemple la version 13 ici. Et alors, vous avez des outils que vous réutilisez ici. Donc alors, vous devez, sur la machine du développeur, il faut avoir le GDK d'installer. Donc alors, une fois que vous avez compilé votre application, en .NET, la compilation se fait peut-être manuellement. Moi, j'ai un petit raccourci CTRL-SHIFT-B. Et en Java, ça peut se faire automatiquement. C'est pour ça que vous ne devez pas chaque fois recompiler. Pourquoi? Parce que si vous allez voir dans Projects, et vous allez voir dans Build Automatically, vous allez voir que c'est coché par défaut. À chaque fois que vous sauvegardez, il y a un bytecode qui est généré, donc les fichiers .class. Pour chaque fichier .java,
eh bien, il y a un fichier .class qui est généré pour vous. Ça, c'est le déploiement qu'on va faire, parce que c'est le déploiement qu'on fait et qu'on déploie chez le client. Ensuite, donc ce code est interprété donc alors via la GVM, donc la machine virtuelle. Voilà. Et quand on déploie ce code chez le client, on n'a pas besoin d'installer le GDK chez lui. Eh bien, on installe la GRE. GRE, ben voilà, c'est petit, c'est un petit voilà, distribuable, on appelle ça. Donc, alors qu'il contient toutes les librairies qu'on a utilisées pendant le développement. Donc, supposons qu'à un moment donné, vous avez besoin d'une méthode qui fait partie, par exemple, hein, ici, qui fait partie de java.net, de cette librairie, c'est-à-dire le grt-fs.jar. Quand vous compactez et déployez votre application, le grt-fs.jar va être inclus dans le fichier de déploiement. De cette manière, on n'a pas besoin de télécharger tout le langage en fait dans votre programme à vous. Parce que votre programme, le Java, il a l'avantage d'être portable, c'est-à-dire il peut s'exécuter dans toutes les plateformes, quasi. C'est pour ça qu'on l'appelle cross-platform Java. Cross-platform. Donc ce que Microsoft en fait, ils ont copié de Java, ils ont fait la même chose. Avant, ce n'était pas le cas. Les applications Windows ne s'exécutent que sur des environnements Windows. Donc, du coup, c'était très limitant pour eux et ils ont trouvé la solution. Ils ont créé leur propre machine virtuelle. D'accord, C'est le Mounir. GVM qui s'équipe de ça. Il crée un environnement virtuel complètement isolé de l'environnement où on va exécuter l'application, de l'OS. Quand je dis OS, Operating System, le système d'exploitation. Ouais, Mounir. Bon, Oui, je suis d'accord, on utilise le JDK, mais le JDK, on l'utilise en Java SE, en Standard Edition. Mais nous, si on veut utiliser le SDK en Java EE, faut l'installer, faut changer le runtime environnement dans les paramètres d'Eclipse. il est installé en fait, hein, donc le GDK sur ta machine. Ouais, Sinon, mais le JDK, c'est pour le Standard Édition. Moi, ce que je voudrais, c'est essayer le SDK. Vraiment le JDK qui s'appelle SDK pour Java 2E. Et je vois pas beaucoup en fait ce qu'il apporte de plus par rapport, par exemple, à Java SE 15, le dernier qui est sorti. ouais. Et j'ai essayé de l'installer pour voir, mais j'arrive pas à le configurer avec les variables d'environnement, c'est assez compliqué. Non, en fait, regarde, c'est pas compliqué, en fait, c'est simple, hein. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, l'SDK, donc le GDK, si tu veux, considère-le comme un. Oups, voilà. Le GDK, tu peux le considérer en tant que SDK, en tant qu'extension, comme une extension de l'SDK, en fait. Disons que GDK, tu vois, est un peu plus complet qu'un SDK. Mais ne confonds pas, ne dois pas choisir entre les deux. Tu vois, il y a un qui est une extension de l'autre, tu vois. Ouais, pour moi, il y a le JRE qui est vraiment le plus basique. Généralement, il y a pas suffisamment de choses à l'intérieur. Le JDK est bien complet, mais bon, alors peut-être que ça suffit pour les exercices dans lesquels on s'entraîne là. Mais moi, ce que je voudrais, c'est vraiment le Java EE, donc soit le SDK web ou le SDK plus complet uniquement pour Java 2E. Parce que là, je te dis, à chaque fois, le 8, que ça soit 161, 171 ou 181, c'est toujours Ouais. JDK. Et c'est toujours pour le Java SE. Tu vois, c'est écrit en dessous. Voilà, Sur regarde. ta page. Je vais te montrer un petit schéma pour te simplifier un petit peu la tâche. Donc, alors, si j'ouvre, regarde ce schéma en tête. Attends. Yep. Regarde ce schéma en tête. Donc, ici, tu as donc alors l'environnement de développement et l'environnement client, c'est-à-dire chez client. Tac, tac, tac. Donc, alors, ici, ça, c'est la machine du développeur.
Je vais mettre des lunettes, comme moi, par exemple. Je vais mettre des lunettes. Donc ça, c'est la machine client. Hop. Donc le développeur, qu'est-ce qu'il fait? Donc en fait, il va développer donc, son application, l'application du client. Donc pour développer cette application, elle a besoin d'utiliser donc alors le GDK donc pour son développement. Et donc alors le GDK, c'est quoi? C'est juste une spécialisation de... C'est un SDK, le GDK. SDK. Donc c'est quoi? C'est un SDK. Voilà. Et donc alors tu vas me dire ce que c'est la différence entre un SDK et un GDK. Donc alors, donc GDK ici, donc, si tu veux, est une extension de SDK, c'est-à-dire elle prend toutes les spécificités du langage Java. SDK, c'est un outil, c'est un ensemble d'outils de développement pour plus qu'un seul langage. Ça peut être Java, ça peut être autre chose. Donc alors, ici chez le client, parce que le GDK, en fait, voilà, et contient toutes les librairies qu'on a besoin voilà, lors du développement. Si vous créez une petite application console pour formater une chaîne de caractères, vous n'allez pas débarquer tout le GDK dans votre zip ou bien votre jar. Ça n'a pas de sens. Alors, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de, alors ici, utiliser ce qu'on appelle le GRE. C'est une version minimaliste de GDK, si tu veux. Microsoft ont la même chose. On l'installe par défaut chez le client. C'est ce que vous voyez chez n'importe quelle machine. Vous avez donc fait la mise à jour, machin, Java, machin. Donc alors, par défaut, ça existe dans les systèmes d'exploitation. Et quand vous terminez votre application et que vous la déployez chez votre client, pour que cette application donc s'exécute, il a besoin d'un GRE. Bonne nouvelle, le GRE est déjà installé ici. Sinon, votre application ne va pas s'exécuter sur la machine du client. Donc voilà en gros ce qui se passe. Voilà. Donc tu sais faire un screenshot de ça et le partager sur le groupe Facebook, Maxime? Maxime. Tu l'as vexé? Il fallait pas mettre ces petits cheveux ici, là, dans le truc. Il fallait pas mettre des lunettes ici. Non, je pense qu'il a un problème de micro, à mon avis. Tac, tac, tac. Ah, il n'est pas connecté? Il a été déconnecté. Non, il est connecté. Il n'est pas connecté. Maxime. Maxime. Si, il est en haut en deuxième. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, ok. Donc alors, tac. Donc alors, je reviens sur le truc. Donc on était où? Pam, 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 pam. Ici, voilà. Et Mounir, je suis connecté, mais je peux pas parler quand je fais un screenshot. Ah j'ai oublié que les hommes ne savent pas J'ai- faire deux choses en même temps. Hein. Non, mais j'ai plus la main. Une fois que je fais ton plume, là, enfin, ton logiciel de Ah copie oui, d'image, bah ouais, je peux plus, je peux plus Lightshot. cliquer Je sur le vous bouton. invite, effectivement, je vous invite tous à installer cet outil, Lightshot. Ouais, Lightshot. Bah, tu peux le partager sur le groupe Facebook, toi, ou Gladys, peu importe, avec Si les tu autres qui ne savent pas l'utiliser. C'est un outil vraiment très léger. Je l'utilise en tout. as d'autres, on est preneur. Le quoi? Si tu en as d'autres comme ça, on est preneur. Petit, j'en ai beaucoup. Mais vous les lister comme ça, ça va nous prendre un peu de temps. Ouais. Chaque fois, je vais vous Chaque jour un petit, inviter à installer un peu ce qu'il faut installer. Mais j'en ai beaucoup. chaque jour un petit truc, c'est Chaque sympa. jour, un petit truc. Yes. Yes. OK. OK. Mounir, donc, Oui. pour le JRE, là, c'est le 8 que tu nous as proposé là, dans le slide que tu as fait ici, c'est le 8. Oui, bon, en fait, le slide, ça, c'est un slide, en fait, un vieux slide.
Donc D'accord. alors le GRE, donc alors la version que j'utilise pour l'instant, je ne sais pas en fait. Vous avez quoi comme version? Attends. Parce que j'ai jarté le mien hier et je voulais mettre le nouveau que tu as mis là. Donc, c'est pourquoi Voilà, j'avais. install GRE, moi j'ai la 13, ça c'est le GDK, la version 13. Donc alors, je vous invite à utiliser plutôt le GDK en tant que développeur. Vous voyez? Comme j'ai expliqué sur le schéma précédent. Mais bon, ici, vous me dites en fait ce que vous avez dans install GRE ici. Parce que le GRE, c'est quoi? C'est juste un GDK, mais optimisé en fait. Vous voyez, c'est une version minimaliste qu'on installe chez le client. Tu vois? Donc alors pour les versions, là, la version 13 en fait, donc elle est pas mal. Donc elle est installée, quand j'ai installé cette version d'Eclipse, donc la version 2020, donc décembre 2020. Mais franchement, ne vous tracassez pas trop là-dessus. Donc ici, on reviendra pendant le développement, ça va? Ok. Voilà, donc je continue. Donc je continue. Hop. Donc alors. Donc alors, ce que je vais faire, donc ici je suis dans hop, donc les indispensables. Je vais une fois partager avec vous le. Les interfaces. Je vais partager avec vous la solution que je vais vous montrer maintenant. Comme ça, vous pouvez donc la télécharger et l'ouvrir sur votre machine. Vos machines, pourquoi je n'ai pas? Ah oui, est-ce que je dois sélectionner d'abord? Tant qu'on y est, je vais faire la même chose avec les collections. Hop. Voilà, ce que je suis en train de faire maintenant, là je partage avec vous. Donc la démo que je vais vous montrer maintenant. Donc alors les interfaces, oui, je vais les laisser ici. Donc, si vous allez voir une fois, vous avez cette solution que vous pouvez télécharger, donc les interfaces. Et la deuxième, c'est les collections, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez donc l'ouvrir, je ne sais pas si vous savez comment faire pour l'ouvrir sur Eclipse. C'est juste en fait un dossier que vous devez dézipper dans votre workspace et alors ensuite l'ouvrir dans Eclipse. Ok, pour ceux qui éventuellement ne voient pas comment faire, je vais le faire avec vous. Il est où ton fichier zip, Mounir? Ouais, c'est ça que j'allais demander aussi. On le visualise pas. Il faut rafraîchir la Ah, page. rafraîchir Vous avez peut-être la dans page. Ouais. prérequis Java indispensable. Ouais.
Vous l'aurez juste en dessous du fichier PDF. Ici, là. Et le lien Jamboard, je vous ai ajouté dans le cadre de chaque module. Vous Ah, c'est trouverez tout en les liens dessous. tout en dessous. Ouais. Parce que je suis... Ouais, d'accord. Parce que j'étais dans le fichier. Il est juste en dessous. Télécharger démo 01. D'accord. Donc là, on va le télécharger. Mounir, Sylvain. Ouais. Moi, dans mon workspace, j'ai encore, tu sais, tous les anciens fichiers de l'ancienne formation. Et là, quand je veux le dézipper dans le workspace, il me dit qu'il y a des fichiers qui existent déjà. Il faut les virer, en fait. Ouais, ou tu crées un deuxième workspace, ça sera plus Il ne simple. faut pas que tu marches sur les pieds parce que sinon tu vas tomber dans une spirale infernale. Ah ouais? Tu commences from scratch, hein, donc il faut que tu vires tout ce que tu as dans ton workspace. Il n'est pas plus simple qu'il crée un deuxième workspace? Donc il peut créer un deuxième workspace effectivement, Comme ça, il mais détruit ne pas doit ses pas se marcher fichiers. sur les pieds. En fait, donc si tu crées un deuxième workspace, il ne faut pas que tu oublies que tu reviens sur le premier workspace. Parce que pour passer d'un workspace à l'autre, en fait, donc c'est simple. C'est normalement dans Fichier, Switch Workspace, tu vois, ici. Ouais. Moi, j'aimerais que tout le monde aille le même workspace, parce que sinon, Ah, on va pas s'en sortir, en fait. Tout le monde doit avoir le même nom du workspace. Donc ici, donc le Java 2E, workspace local à la limite. Vous voyez là, comme moi ici, workspace local. Vous travaillez sur celui-là. Bon, ok. Donc je vais, ouais, bah, mes dossiers, je vais les mettre dans un autre. Tu crées un nouveau dossier workspace local, par exemple ici, et tu Voilà. pointes sur celui-là. Comment pointer sur un dossier en tant que workspace? Tu vas sur File, Switch Workspace. Non. Tu peux faire un screenshot et le partager sur le groupe Facebook ou pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec ça. Ça va? Ouais. Switch, File, Switch Workspace. Sylvain, File, Switch Workspace. Voilà. OK, donc alors, je continue. Ça va? Je continue. Donc alors, un petit rappel. Donc je vous ai mis un lien ici. Dans chaque module, vous allez trouver un lien, donc Jamboard. Jamboard, c'est quoi? C'est juste un whiteboard. Si je clique dessus, donc alors c'est un tableau blanc, partagé par tout le monde. Et alors ce tableau blanc, moi je vais apporter ma contribution, et ma contribution c'est ça. Voilà. Donc alors le Lightshot, tu peux le partager maximum avec tout le monde sur le groupe Facebook. Voici le Jamboard. Donc il va contenir mes explications par rapport au cours courant. C'est-à-dire que quand vous révisez, vous revenez sur ce whiteboard là, et là vous aurez toutes mes explications. Ça va, ça vous va comme ça? Ouais. Ok. Voilà, donc je continue. Tac, tac, tac. Ici. Yep. Donc alors, une fois que vous avez téléchargé le zip, donc vous allez dans votre workspace et vous allez le dézipper à l'intérieur de votre workspace. Voilà. Donc alors moi je vais prendre... Donc moi c'est celui-là. Allez, prenons par exemple celui-là. Vous avez dézippé celui-là. Ici, dans votre workspace. Ben, ce que je fais, moi je récupère le chemin ici. Je récupère ce chemin. Ce que je peux faire, je peux filmer ça en fait.